Chers amis rivaroliens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons porter un regard particulier et non traité par les médias de grand chemin sur le conflit russo-ukrainien, à la lecture de l'excellent article de François-Xavier Rochette, extrait du Rivarol numéro 3508 du 2 mars 2022, à retrouver en page 8, article qui s'intitule « Le rôle trouble d'Israël dans le conflit russo-ukrainien ». L'Ukraine, comme la Russie, qui, elle, compte tout de même encore 144 millions d'habitants, est un pays qui, ces 30 dernières années, a été littéralement saigné à blanc sur le plan démographique. La situation est dramatique, tragique en temps de guerre. Car si l'Ukraine possède l'un des taux de mortalité les plus élevés d'Europe, elle souffre depuis l'ère soviétique d'un taux de natalité catastrophique, si bien qu'aujourd'hui, on enregistre dans le pays une naissance pour 2 morts. Aujourd'hui, l'Ukraine compte 44 millions d'habitants, alors qu'elle en comptait 52 millions en 1991. L'hémorragie s'est accentuée ces 8 dernières années avec l'émigration massive de sa jeunesse qui se poursuit d'une part, et d'autre part par l'annexion des petites républiques indépendantistes à l'est du pays et en Crimée. Cependant, plus marginalement, un autre phénomène a contribué à dépeupler un peu plus l'Ukraine. Profitant de la crise qui secoue fortement cette jeune nation depuis 2018, l'Israël a organisé un réseau d'immigration pour irriguer ses colonies en faveur des Juifs ukrainiens afin de faciliter leur alia, de la précipiter, voire de la provoquer. De 2014 à 2018, entre 30 000 et 40 000 Juifs quittèrent l'Ukraine pour s'installer principalement dans de nouvelles colonies en territoire palestinien, planifiées par les autorités de l'Israël. Un exode juif vers l'Israël ? Avec la méga-crise qui terrifie légitimement toute la population, l'Israël a d'ores et déjà décidé de tout faire pour faire venir dans ses colonies, et peut-être à Jérusalem où Sion est en train de faire de la place au profit de nouveaux venus et au détriment des Arabes de 1948, les 200 000 Juifs qui demeurent encore actuellement en Ukraine. Le sionisme est en action. S'adapte-t-il simplement à une situation qu'il ne maîtriserait nullement ou favoriserait-il certaines conditions pour entraîner l'exode massif de cette population qu'il désire tant ? Avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Israël s'était entretenu sur le sujet avec la Russie sans même en faire part à l'Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur d'Israël à Kiev pour exiger une explication, à la suite d'informations parues tout simplement dans les médias israéliens, selon lesquelles Jérusalem avait demandé l'aide de Moscou pour évacuer ses citoyens d'Ukraine en cas de guerre. Officiellement, on ne parlait alors que des Juifs vivant en Ukraine qui possédaient un passeport israélien. Ce message était douloureux pour les Ukrainiens loyalistes. « Vous nous traitez comme quoi ? La bande de Gaza ou quelque chose comme ça ? C'est juste un non-sens », aurait déclaré le directeur général du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Alon Oushpiz, au ministre russe Mikhail Bogdanov. Selon le quotidien israélien Haaretz, puisqu'il était considéré comme l'acceptation par l'Israël de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui, elle seule, allait organiser le départ des Juifs israéliens en fonction de son propre calendrier. Mais, dès le 19 février, le ministère israélien des Affaires étrangères déclarait l'état d'urgence et exhortait les quelques 15 000 Israéliens, dont l'écrasante majorité possède également la nationalité ukrainienne et est natif d'Ukraine, en Ukraine, à partir dès que possible, ajoutant qu'il prévoyait également une augmentation des demandes d'immigration de la communauté juive locale. Kiev s'est dit immédiatement déçu qu'Israël n'ait pas intensifié son soutien diplomatique et moral à l'Ukraine face à un renforcement des troupes russes à ses frontières,
affirmant que les relations entre les deux pays ne peuvent pas être unilatérales. Nous ne demandons pas d'armes, mais un soutien moral et un effort diplomatique, avait déclaré un officiel à Haaretz, exprimant sa colère que la réunion du 20 février entre la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emin Zaparova, et le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, n'ait pas abouti à une déclaration de soutien. Il n'y a eu aucune réaction et Kiev est déçu. Elle a invité à plusieurs reprises Lapid à se rendre en Ukraine et peut-être en Russie par la suite, et à utiliser des efforts diplomatiques encore et encore, mais il n'y avait pas de réponse, a déclaré le responsable. Ce n'est pas tout. Une activité contre la défense de l'Ukraine ? Un rapport publié le 22 février dans le journal Yedot Aharonot affirmait, sans être démenti, qu'Israël avait tout simplement interdit aux États-Unis de vendre des batteries de défense antimissiles dôme de fer à l'Ukraine et a finalement convaincu les États-Unis d'abandonner la vente possible à l'Ukraine. En d'autres termes, les États-Unis ont obéi à l'Israël alors que la défense antimissile dôme de fer est une fabrication américaine qu'ils fournissent gracieusement à l'entité sioniste. Et tout récemment, l'Israël a encore interdit aux pays baltes de fournir cet armement à l'Ukraine quelques heures avant l'invasion russe. Si cette dernière interdiction pouvait à la rigueur s'expliquer par le fait que les armes possédées par les pays baltes avaient préalablement transité par l'Israël, qui prétend seulement ne pas vouloir contrarier l'allié russe, qui a le droit contractuellement d'interdire la concession de ces armes en faveur d'un tiers, on ne comprend pas, en revanche, la ténacité avec laquelle Tel Aviv harcela Washington pour qu'il ne fournit pas ces armes défensives très efficaces à l'Ukraine des mois avant l'opération militaire russe. L'Israël s'est comporté, au moins objectivement, comme l'ennemi de l'Ukraine. Mais surtout, n'a-t-il pas tout intérêt à aggraver les problèmes ukrainiens dans le but de favoriser l'exode juif et l'immigration juive vers l'Eretz ? La communauté juive moldave se mobilise en ce moment pour aider à évacuer les juifs ukrainiens. Le grand rabbin de Moldavie, qui borde l'Ukraine, a déclaré que de vastes préparatifs avaient été faits ces dernières semaines dans le but d'absorber des milliers d'Israéliens et de Juifs fuyant les zones de guerre. Dans le cadre du déploiement, nous sommes prêts avec une flotte de bus pour transporter des personnes d'Ukraine en Moldavie avec des vivres, des hôtels préloués ainsi que des abris supplémentaires pour accueillir des centaines de personnes et du personnel médical d'urgence, a déclaré la communauté. La communauté juive de Moldavie serait en lien avec les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la diaspora, ainsi qu'avec l'agence juive de l'American Jewish Joint Distribution Committee. L'agence juive a déclaré que, compte tenu de la nature hautement sensible de la situation, nous ne pouvons ni nier ni confirmer la coordination avec la communauté juive moldave. Lors d'une visite en Grèce le 24 février, le président israélien Isaac Herzog a déclaré « Nous sommes bien sûr préoccupés par le sort de la communauté juive en Ukraine et nous offrirons toute la coopération humanitaire possible au gouvernement ukrainien avec d'autres partenaires. » Cependant, au-dessus de cette excitation communautaire, s'est élevée une voix juive discordante. Il faut le souligner, s'adressant à Haaretz depuis la ville ukrainienne de Dnipro le 22 février, le rabbin Meir Stambler, président de la Fédération des communautés juives d'Ukraine, a déclaré qu'il était préoccupé par la possibilité de provocations antisémites par des agents russes. Ils veulent accuser les Ukrainiens d'être des antisémites ou des fascistes.
Les médias russes ont été remplis de fausses informations faisant état de persécutions anti-juives au début du conflit en 2014. Le président russe Vladimir Poutine avertissant que le déchaînement des forces réactionnaires, des forces nationalistes et antisémites en cours dans certaines parties de l'Ukraine pourrait nécessiter une intervention militaire. Plus récemment, de hauts responsables russes ont accusé l'Ukraine de commettre un génocide dans les 2 enclaves séparatistes de l'est du pays, à l'origine de la propagande russe anti-nazie contre l'Ukraine. Cette propagande toute bolchevique consistant à appeler le soldat citoyen à éliminer et à scalper l'ennemi nazi de l'Ouest s'appuie sur l'imagerie véhiculée par le fameux bataillon Azov. C'est ce bataillon, devenu un régiment de 4000 hommes, qui nourrit les imaginations soumises à la propagande orientale. Il est présenté par cette dernière comme nazi, antisémite, alors que nombre de juifs en font partie, ou tout simplement infernal. En réalité, la majorité des prétendus nazis, qui ne comptent que pour 10% de l'ensemble des hommes du régiment, sont issus des clubs de supporters de plusieurs équipes de football, principalement du Dynamo de Kiev. Tatoués de la tête aux pieds, sourcilleux quant à leur tenue vestimentaire, exaltés par les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, ces hooligans, vous l'aurez deviné, sont particulièrement photogéniques. Et d'ailleurs, les clichés de ces quelques hommes, posant avec un drapeau à croix gammée ou en tendant le bras, ne manquent pas. Mais cela aura suffi à alimenter la propagande du Kremlin et, par voie de conséquence, à justifier une intervention militaire en Ukraine dans le prétendu but de dénazifier le pays et de démilitariser des antisémites de l'espace. Recrue et financement du bataillon Azov. Comme nous le savons, le bataillon Azov n'a pu exister que par l'argent du milliardaire ukraino-israélien Komoloïski, qui, non content d'agiter le chiffon rouge de la croix gammée au cœur de l'Ukraine, le bataillon est né à Kiev, avant de s'illustrer à l'est du pays, incitait les mercenaires du régiment à tuer des petits Russes en uniforme, en récompensant chaque exécution de 10 000 $. La nouvelle a fait grand bruit en Russie, mais étrangement, à part interpeller Interpol, qui ne fit rien contre le chevelu Komoloïski, Poutine ne chercha pas à neutraliser un tel ennemi. Que penser? Cette légende préfabriquée, cette effervescence de haine, ne bénéficia-t-elle pas davantage au camp d'Israël et de la Russie qu'à l'Ukraine, qui se trouve bien embêtée avec cette réputation de nazi sur ses bords? Pour bien saisir la réalité de la fabrication de cette légende nazie, il faut une nouvelle fois relever les anomalies, en l'occurrence les faits, qui empêchent de valider l'explication d'une nazification spontanée. Si Komoloïski, qui n'est ni antisémite, ni antisioniste, est le financier du bataillon Azov, le dirigeant du club de football le Dynamo de Kiev, d'où proviennent les premiers nazis du bataillon Azov, est Ihor Surkis, juif ukrainien et ami de Komoloïski. Un Ihor Surkis qui laissa se développer le folklore nazi dans les gradins et les groupes de supporters de son club. Nous comprenons bien que cette grande tolérance envers ce phénomène hooligan, très connoté, ne s'explique pas par une certaine ouverture d'esprit de Surkis. Autre anomalie, autre grosse anomalie, alors que le prétendu patriotisme ukrainien de Komoloïski l'aurait poussé à financer un groupe nazi, son sionisme l'a mené très réellement à faire alliance avec Vadim Rabinovitch, autre milliardaire juif ukrainien, mais lui, radicalement pro-russe. Radicalement pro-russe, mais aussi président du Congrès juif pan-ukrainien, cofondateur avec Komoloïski du Parlement juif européen, et, jusqu'en 2014, propriétaire de l'autre club de football de Kiev, le FC Arsenal de Kiev, où l'on trouvait d'autres hooligans nazis qui serviront à nourrir cette démonologie ukrainienne,
les célèbres supporters du secteur droit. Un article de François-Xavier Rochette, issu du Rivarol numéro 3508 du 2 mars 2022, à retrouver en page 8. Chers amis rivaroliens, à bientôt pour une prochaine lecture.